Moi, c'est Rick Dalton. C'est ma doublure cascade, Cliff Booth. Un acteur est amené à faire tout un tas de choses dangereuses. Qui a commandé les saucisses de Francfort bien grillées? Cliff m'aide à assumer certaines charges. Super ami, on dirait. J'essaye. Qui est-ce qui s'installe à côté de chez moi? C'est moi, Sharon Tate. C'est l'actrice la plus en vue à Hollywood, voire dans le monde entier. Madame? Oh oh. C'est là que ça se gâte. Once upon a time in Hollywood, Maestro Tarantino! Non, c'est too much. Depuis le coup d'éclat Reservoir Dogs, Quentin Tarantino est devenu le symbole d'un certain cinéma. Geek au dernier degré, blindé de références et de citations, transformant tout ce qu'il touche en objet pop culturel instantané, déchaînant les passions à chaque nouvel opus, touchant à tous les genres en même temps. Bref, Quentin Tarantino est la mémoire vivante d'un cinéma bien spécifique, mais rien ne nous préparait au choc que représente son dernier film. Présenté à l'occasion du 71e Festival de Cannes, au printemps, oublions dès à présent l'agitation insensée et revenons à ce qui fait l'essence de ce film labyrinthique, l'un des plus attendus de l'année, le cinéma. À première vue, Once Upon a Time in Hollywood raconte l'histoire d'un comédien vedette, Rick Dalton, peinant à sortir de son image de méchant dans des productions de qualité inégale, contemplant les petits jeunes le talonner de près, et de Cliff Booth, chauffeur débonnaire, doublure fidèle et résigné à être l'homme à tout faire de Dalton. Chauffeur, réparateur d'antennes, compagnon de vie. Déjà satisfait d'être encore dans les parages malgré un passif peu reluisant, il accepte son sort avec un sourire nonchalant. Sans oublier la bonne dose d'alcool, ce dont ne se prive pas non plus Dalton, quitte à oublier son texte devant la caméra. On voyerait le duo en décapotable dans un Los Angeles à la beauté irréelle, reconstitué avec amour et sans effet numérique. Scène étirée, dialogue abondant, magnifique duo qui, entre une embrouille avec Bruce Lee et une partie avec Steve McQueen, observe le monde changer. Il faut dire que les voisins de Rick Dalton s'appellent Roman Polanski et Sharon Tate, campés respectivement par Rafael Zavierucha et Margot Robbie. On doit d'ailleurs à son personnage, solaire et joyeux, l'une des scènes les plus attendrissantes de Once Upon a Time in Hollywood. Lorsqu'elle va se voir jouer dans son propre film, orteils gigotant sur le siège du devant, éclatant de rire devant sa performance. Mais nous sommes en 1969 et le tonnerre gronde au loin. La famille de Charles Manson évolue dans un ancien décor de western. Le passage de Booth chez ces inquiétants hippies est l'un des points d'orgue du film, tout en suspension et en tension crépusculaire, où l'on sent le monstrueux ramper à pleines pattes sur le sol poussiéreux. C'est ainsi que le 9 août 1969, l'actrice Sharon Tate, épouse du cinéaste polonais, enceinte de 8 mois, est assassinée avec 4 proches par des sbires du sinistre et fameux Charles Manson. Une date clé dans l'histoire de l'Amérique qui va précipiter la fin du flower power, des hippies gentils et de l'insouciance comme projet de vie. Tout au long de Once Upon a Time, Quentin Tarantino décrit Hollywood comme un monde d'opportunités ratées et de fantasmes, avec un regard tour à tour mélancolique, admiratif et moqueur. Car oui, derrière ce vernis pop, il y a une peinture plus désenchantée, plus mélancolique. Dans cet univers fascinant, glorifié et vaniteux, deux générations d'acteurs, deux époques s'opposent et donnent naissance à des monstres, qu'ils soient sacrés ou réels. Un Hollywood classique et passéiste, reflet d'une société étriquée, patriarcale et moralisatrice, qui a connu la guerre et traverse un boom patriotique, avec le Vietnam en toile de fond, et une Amérique plus jeune et libertaire, nourrie au progrès social et à la libération sexuelle. Une jeunesse animée par ses idéaux, ses rêves de grand soir et ses rêves forcément naïfs. Et Tarantino là-dedans, quelle est sa vision, son message? De quelle manière existe-t-il dans son propre film? Eh bien pour la première fois peut-être dans sa carrière, le metteur en scène occupe une position de retrait, d'observateur, laissant ses personnages prendre les commandes au risque parfois de laisser s'égarer l'histoire. Une errance volontaire évidemment, qui ne doit rien au hasard et qui lui permet, durant les 2h40 du métrage, d'installer petit à petit et insidieusement tous les pions nécessaires pour nous dévoiler son jeu dans la dernière partie qui risque d'en surprendre plus d'un. Chaque détail a une importance cruciale, chaque scène nous emporte dans un endroit qui jamais n'a été choisi par hasard. Chaque personnage s'impose, même quand il apparaît furtivement. Tel Steve McQueen, Michelle Phillips, Bruce Lee ou le producteur filou incarné par Al Pacino, Tarantino ne se refuse aucun plaisir. Même si ce n'est qu'à la dernière demi-heure que le rythme s'emballe furieusement, jamais on ne s'ennuie. Il y a tant, trop à lire entre les lignes, entre série B et western, film noir et thriller, comédie à grosse ficelle et drame en filigrane. Complémentaire et bancal, comique, colérique et mélancolique,
le duo formé par DiCaprio et Pitt est l'un des plus captivants qu'on ait vu sur grand écran depuis longtemps. Toutes ces tueries, c'est vraiment mon truc, ça. Qu'est-ce qu'il a dit, Charlie? Il a dit tuer tout le monde. Comment on fait? On le chope. Il y a une part de réel combat. Si tu le bats pas, c'est lui qui te tue. Sauf quand Rick Dalton sort son fusil de chasse. J'ai une arme de dingue que je vous conseille pas d'avoir aux fesses. Merde. Ouais, non, là, c'est trop chaud. Y a rien à faire contre cette chaleur? Rick, c'est un lance-flamme. Ouais.